Merci d'être encore avec nous. Merci d'être pour une première fois avec nous, pour certains visages que je ne reconnais pas, d'autres visages que je reconnais. Merci, nous sommes là, nous sommes donc en train de poursuivre cette deuxième journée de la 3e édition du Week-end des possibles de l'Obs, dans ce bel endroit qu'est l'Académie du climat, endroit dont on ne dira jamais assez de bien, endroit d'expérimentation, de réflexion, d'échange, de rencontres. Il fait beau, c'est sympa, les salles sont juste magnifiques, l'acoustique pas trop mal. Bon, plus pour vous que pour nous, elle est mieux, nous c'est moins bien. Voilà, donc on est très contents. On va parler maintenant, à présent, d'une problématique un tout petit peu essentielle qui s'appelle l'eau. On va en parler aussi incidemment, on va parler d'adaptation, évidemment, un mot qui commence à monter partout, qui commence, je n'ai pas un exemplaire de l'Obs là, mais qui est cette semaine en couverture de l'Obs, figurez-vous. Il y a des exemplaires gratuits qui se baladent un peu partout, donc normalement si vous furetez un peu, vous devriez les trouver. Donc oui, une dame confirme que ça se trouve. Donc l'adaptation, mot intéressant, mot problématique aussi parce qu'il pose des débats, et puis question d'une presque, on pourrait presque dire une révolution anthropologique, peut-être, qu'on est en train de vivre. Et on va commencer par en parler avec vous de cette révolution. Emma Aziza, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà, alors je vous présente, vous êtes donc pas du tout biologiste, hydrologue. Vous êtes hydrologue, vous avez enseigné pendant plusieurs années dans les écoles d'ingénieurs, à l'université. Vous êtes présidente de la société Mayan, qui est justement, dont on parlera, qui est justement spécialisée dans la problématique de l'adaptation des territoires et au changement climatique. Et vous êtes aussi, depuis peu, chroniqueuse à France Inter. France Info, pas du tout France Inter, France Info, dans toutes les semaines, une chronique qui s'appelle 1 degré de plus. 1 degré de conscience. 1 degré de conscience. Donc 2 erreurs en moins d'une seconde. Je les ai toutes mises au début de mon intervention, comme ça après il n'y en aura plus. On s'est parlé il y a 2 heures. Hein. Donc l'information était pourtant fraîche, mais vous voyez, ça ne s'est pas retranscrit. Tu veux dire à quel point il faut à chaque fois remettre l'information au juste. Les journalistes. À France Info, vous en croisez plein des journalistes, vous savez, c'est vraiment pas. Donc, première question que je vais vous poser, Emma. Vous êtes donc, je le répète, spécialiste des questions de l'eau en particulier, de l'adaptation et du climat en général. C'est un peu le sens de vos chroniques sur France Info. On est à une époque où il commence un petit peu à faire chaud, mais on sent que ça va aller de manière exponentielle. Est-ce que cette problématique, cet été, l'été qu'on va vivre là, sera, à votre avis, sur des faits scientifiques et non pas sur votre ressenti allusif, mais quelque chose sur des faits scientifiques, est-ce que vous pensez qu'on va avoir un été probablement avec des pics de canicule cet été? En fait, au moment où on se parle, on a une sorte de petite vaguelette qui fait 5 à 10 cm de hauteur, qui est en train de partir en gros de la gauche vers la droite et qui est en train de traverser tout l'océan Pacifique. Qu'est-ce que vous appelez une vaguelette? Une petite vague comme ça, comme un mini tsunami qui fait 10 cm, c'est rien. Mais en fait, il est en train de transporter des eaux chaudes. Vous en avez sans doute entendu parler parce que ça a été très médiatisé. El Niño est vraisemblablement en train de s'installer. Et donc, on est en train, au lieu d'amener les eaux chaudes dans un certain sens, en fait, on change de sens. C'est quelque chose qui existe, je ne vais pas dire depuis la nuit des temps, mais depuis au moins 200 000 ans. Donc, c'est quelque chose qui est absolument naturel et inné en lien avec la planète et avec l'évolution naturelle du globe, alors qu'actuellement, se joue quelque chose de complètement nouveau, effectivement, depuis quelques années, on pourra revenir dessus. Et donc, c'est le croisement entre un phénomène absolument naturel, qui est par exemple, 2003, la canicule, qui avait fait 45 000 victimes en Europe, c'était une année El Niño. Une année El Niño très fort. Donc, en fait, on sait qu'on peut avoir des anomalies très puissantes liées à cet événement-là. Et puis, au milieu de tout ça, on a la France. Donc, juste une précision, oui, effectivement. Donc, El Niño, c'est donc un courant d'air chaud qui est en train d'arriver vers l'Europe, qui part d'Amérique, qui va... Non, en fait, c'est simplement, ça se joue sur le Pacifique. Mais si vous augmentez la température sur le Pacifique jusqu'à 3 à 4 degrés, en fait, vous allez augmenter la température planétaire globale parce que l'océan Pacifique, c'est un quart de la planète. Donc, nécessairement, ça a des conséquences. Et donc, ce qu'on vient de vivre ces dernières années, notamment l'année 2022, c'était une année refroidissante. Parce que c'était une année sous l'égide de la Niña, donc qui avait une tendance à refroidir au contraire la planète.
Et là, eh bien, on a en fait rejoué les cartes. Donc dire ce qui va se passer cet été, eh bien, en réalité, on ne sait pas. On navigue dans l'inconnu. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir ce pouvoir réchauffant. Et ce qu'on peut analyser, ce sont ces dernières années qui nous racontent une nouvelle histoire de la France. Premièrement, le fait que la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. 20% plus vite que le reste du monde. Et c'est quelque chose qui paraît complètement impensable, parce que la France est un pays tempéré, plutôt centré entre des pays plutôt humides au nord, que ce soit le Luxembourg ou la Belgique, ou encore des pays semi-arides au sud. Donc c'est une sorte de ceinture en fait entre deux mondes. Sauf que le bloc arctique est en train de se réchauffer beaucoup plus rapidement que le reste du monde. Et la France est finalement ce pays positionné et accroché à ce bloc arctique qui, en fait, est directement soumis à quelque chose de nouveau, au fait que nous réceptionnons, en fait, via les vents dominants, une humidité quasiment constante par des situations dépressionnaires que les Bretons connaissent bien. Oui, la dépression en Bretagne, oui, effectivement. Et donc, en fait, ces pluies-là, eh bien, quand elles pénètrent sur le territoire, elles permettent de créer des boucles de rétroaction qui rentrent dans le territoire. Quand vous avez des pluies à Brest, ça donne des pluies à Strasbourg. Et donc, en fait, les pays qui sont riches en eau sont des pays dans lesquels il y a un océan et un vent dominant. C'est ce qui explique, par exemple, qu'au Brésil, bien, on a le pays qui est le plus grand géant mondial de l'eau, parce que les vents dominants de l'océan Atlantique vont directement vers l'Amazonie, qui ensuite récupère cette eau et ensuite va la redistribuer sur les territoires à d'autres pays. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Eh bien, au lieu d'avoir des situations de dépression, on s'est retrouvé avec de plus en plus de situations d'anticyclones. Alors, sans faire de la météo de premier niveau. Mais on connaît ces mots-là. Effectivement, anticyclone, c'est le beau temps, dépression, c'est la pluie, pour le dire. Oui, mais c'est surtout le changement de sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une dépression qui arrive et qui vient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous allez avoir le sens qui change. Et si vous changez le sens, vous vous retrouvez avec de l'humidité sur nos territoires qui part. C'est-à-dire qu'on perd notre eau. Au lieu d'arriver de la mer, elle part vers l'océan. C'est-à-dire le peu d'humidité qu'on a part. Et donc, en fait, eh bien, tout dépend de la capacité de notre territoire à garder ses eaux. Sauf qu'on a asséché massivement toutes les mares. On perd encore plus de haies. Aujourd'hui, on nous vend le fait que l'agroforesterie, on a compris, on va le mettre en œuvre, on construit des haies à droite à gauche. Tous les jours, aujourd'hui, en France, on coupe plus de haies qu'on en crée. Qu'on en plante. D'ailleurs, on est obligé d'en créer alors qu'on en coupe. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, parce que psychologiquement, l'eau était quelque chose qu'il fallait mettre loin des villes. Il fallait assécher nos territoires. L'eau était signe de maladie, donc il fallait, en fin de compte, l'éloigner. Et donc, on se retrouve avec des sols qui sont complètement asséchés, une agriculture intensive qui joue son rôle largement à plusieurs niveaux. Premièrement, parce qu'il n'y a plus de vie dans nos sols, et donc ce microbiote qui ne respire plus n'est plus capable d'accueillir cette eau. Mais d'autant plus qu'on a des engins agricoles qui sont toujours plus lourds, qui compactent le sol. Et donc, quand vous rajoutez tous ces éléments-là avec l'artificialisation galopante de nos villes... L'artificialisation, c'est la bétonisation, on pourrait dire, des sols, notamment agricoles. Et donc, quand vous avez du béton, du goudron, eh bien, dessous, vous avez un sol qui est mort. Mais vous avez un sol à la base. Et ça, on l'a complètement oublié. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir se mettre à conserver notre eau très rapidement, parce qu'on n'est pas prêt. En fin de compte, on a été à l'inverse de ce qu'on aurait dû faire pour réussir à garder notre cycle de l'eau. Et donc, comme on est tellement vulnérable, eh bien, en réalité, les choses sont en train de se renverser très vite. Mais cette histoire dont vous parlez, le fait que la France est le pays du monde qui se réchauffe le plus vite, le fait que cette eau est en train de partir alors qu'on connaît très mal les capacités de restriction, de rétention plus exactement de l'eau, c'est des choses qu'on connaît depuis des années ou ça vient de sortir, si je puis dire? Alors, 2 études viennent de sortir au mois de novembre l'année dernière. Les 2 disent exactement la même chose. Une de l'Organisation météorologique mondiale et une autre liée entre un labo de Météo France et un autre labo international. Et donc, en fait, toutes convergent. Mais si vous regardiez, si on était attentif à ce qui s'est passé ces dernières années, on était capable de le voir. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier un élément chasse un autre, une actualité en chasse une autre. Donc en fin de compte, on ne se rappelle plus bien. Là, quelque part, ça fait 2 mois qu'il a plu. Il a fait un temps plutôt... on n'a pas eu de température
anormal sur la France, et donc nos cerveaux ont tendance à s'apaiser malgré l'année exceptionnelle qu'on a vécue. Et c'est vrai qu'il faut garder en tête 2022. Alors est-ce qu'on aurait pu prévoir 2022 ? Surtout que vous dites que c'est une année refroidissante. Moi, c'est ce que j'ai entendu de votre prestation. Je me suis dit, 2022, je n'ai pas souvenir d'un été très refroidissant. C'est pour ça qu'on doit se poser des questions. Exactement. C'est-à-dire que, pour résumer, je vais essayer de le faire rapidement. 2016, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de France. Une année El Niño très fort. Si on se positionne à partir de 2017, eh bien, les 16 années les plus chaudes que la France a déjà recensées le sont après les années 2000. Ça veut dire que pendant les 17 premières années après les années 2000, on a un réchauffement qui se joue en permanence, mais qui n'est pas visible. Ce n'est pas visible dans notre quotidien, ce n'est pas visible sur le cycle de l'eau. À partir de 2016, ça commence à devenir visible. On aurait dû avoir une sécheresse historique, mais là, on va avoir une très grosse crue de la Seine, avec 1,3 milliard de dommages, 20 000 personnes dans des Algécos, donc quelque chose d'assez violent qui arrive au mois de juin, dans une période où on n'est pas tellement habitué à avoir des inondations majeures. Et donc, en fait, on ne va pas avoir de sécheresse, parce qu'on va avoir beaucoup d'eau au mois de juin. Et donc, quand on bascule en 2017, eh bien, c'est là que les choses commencent. 2017, c'est 10 mois sans pluie, 10 mois continus sans une goutte de pluie, donc une année historique de sécheresse. 2018, c'est un mois de janvier très pluvieux. On bascule d'un seul coup d'une sécheresse historique à une inondation. Et là, tout le monde se dit, bon, bah, ça y est, c'est derrière nous. Finalement, 2017, c'était une année accident. Mais en fin de compte, ça y est, on va gérer. Regardez, le printemps est pluvieux, il y a de l'eau dans toutes nos nappes phréatiques. Sauf qu'il suffit de 3 semaines de canicule pour qu'on mette la France sur un grill et que d'un coup, on rebascule dans une année de sécheresse historique. Et donc, c'est un petit peu tout ça que nous racontent ces dernières années. 2019, c'est cette canicule où on atteint 42 degrés à Paris, 46 degrés dans les Gaules-Gars. 2020 est l'année la plus chaude. Donc, en fait, au fur et à mesure, on voit les choses arriver. Sauf qu'en 2021, on sort tous du confinement. On est tous dans une période où on a tous envie de vivre, en fait, tout simplement. Ouais. Et donc, en fait, on va... d'un seul coup, essayer de prendre nos vacances, sauf qu'on va avoir un temps extrêmement maussade. On va voir à quel point eh bien, il fait moche, alors qu'en réalité, on est vraiment à l'intérieur de l'œil du cyclone à ce moment-là. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà connu un cyclone dans les dom-toms. À l'intérieur du cyclone, il n'y a pas de vent, il fait beau, il ne se passe rien. Et en fait, sur la France, en 2021, eh bien, il ne va quasiment rien se passer, si ce n'est ce temps maussade, où on est quand même derrière habitué à être plutôt grincheux, donc on va se plaindre. Ouais. Mais en réalité, tout autour, on va avoir 6 gouttes froides qui vont amener d'ailleurs cette pluie chez nous, mais très légère par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et cette pluie va amener des masses d'air très chaudes qui vont remonter sur la Suisse et vont générer les catastrophes de la Belgique et de l'Allemagne d'un côté. Des inondations terribles. Donc ça, c'est le 14 juillet 2021. Et en parallèle de ça, si on regarde partout ailleurs, on a la Grèce qui brûle, on a 48,8 degrés en Sicile. Enfin voilà, le tableau, il faut le regarder de manière lucide parce qu'il faut prendre un tout petit peu plus de hauteur et se dire, ok, chez nous, on avait un air froid, mais en réalité, l'Europe a vécu l'été le plus chaud historiquement jamais enregistré. Et quand on comprend ça, eh bien on comprend qu'en fait 2022, on pouvait le prévoir, on pouvait le voir, on aurait pu réagir. Ça fait plusieurs années qu'on aurait déjà dû transformer nos territoires, qu'on devrait rendre nos villes poreuses. Il faut absolument laisser cette eau pénétrer dans les sols. Il faut qu'on recrée cette connexion qu'on a complètement perdue. Sauf qu'on est là, on observe, puis on voit 2023 arriver. Les conditions au niveau mondial changent, donc on ne sait pas où on va, mais en fin de compte, on ne se prépare pas. Il y a quand même un plan eau qui a été édicté il n'y a pas longtemps par Christophe Béchu, le ministre Christophe Béchu. Il y a bientôt un plan adaptation qui va arriver. Là, très honnêtement, est-ce que vous considérez que le gouvernement, l'actuel exécutif, a commencé à comprendre des choses ? Déjà, le fait que des choses sortent, c'est déjà bien. Parce que jusque-là, il n'y avait rien qui était pris en compte. Et j'ai même envie de dire que l'adaptation, c'était quelque part capituler. C'était se dire qu'on avait perdu. Donc en fin de compte, vous pouvez préciser ce que vous voulez dire par ça ? C'est-à-dire que c'était l'idée que, dans certains milieux écologistes, si on parlait d'adaptation, c'est qu'on avait perdu la bataille des degrés, en quelque sorte. C'est qu'on était d'une espèce de pragmatisme fataliste, de défaitiste, qui voulait dire que si on parlait d'adaptation, c'est que le reste était fichu. C'est ça. Exactement, parce que ça fait 30 ans qu'on fait des politiques d'atténuation des gaz à effet de serre, et en fin de compte, on voit très bien à quel point ça sert à rien, et ça ne marche pas. On continue à émettre toujours plus. Donc en réalité, c'est un peu comme les politiques sur les pesticides.
En fait, on a vu qu'il y avait des plans éco-phyto, qu'on voulait réduire les pesticides, qu'on allait prendre les choses en main. Et en fin de compte, l'Atlas des pesticides mondial vient de sortir. On n'a jamais autant consommé de pesticides au monde, plus 80% en 33 ans, si on ne se pose pas quelques petites questions sur l'impact dans l'air, dans l'eau, dans les nappes, dans les sols, et cette interaction entre cet air qui se réchauffe et en même temps des sols qui meurent parce qu'il manque ce microbiote dont on a besoin, eh bien, il va falloir qu'on avance différemment. Donc, il y a cette espèce d'impuissance. En fin de compte. Donc, pardon, je reprends ma question. Est-ce que l'actuel, on ne va pas parler du gouvernement, ce n'est pas la question, mais est-ce qu'en 2023, l'exécutif français semble avoir commencé à être alerté, à comprendre qu'il se passe quelque chose et qu'il va falloir réagir? J'ai été très étonnée parce qu'il y a eu deux éléments. Il y a eu le plan de com du plan eau, quand il est sorti, que j'ai suivi directement, que j'ai couvert médiatiquement, et où on avait l'impression qu'on nous sortait des baguettes magiques. On va réutiliser nos eaux usées. Ça y est, c'est la solution. On ne va pas d'abord penser à protéger nos eaux, on va réutiliser nos eaux usées, qui est un peu la fin du bout du chemin, s'il n'y a vraiment plus de chemin possible en fait. On va dessaliniser l'eau de mer, on va créer des bassines partout. C'est vraiment le langage qui derrière ressortait de cette journée. Et quand on lit le plan, ce qui est incroyable, c'est qu'en réalité, il est plutôt bien fait et il y a tout de même plutôt des choses intéressantes. Ouais. Il y a 54 points qui n'ont jamais été évoqués dans le grand public. Et pourtant, eh bien, le fait d'arrêter les pesticides dans les zones, dans les aires de captage, c'est-à-dire là où l'eau pénètre, l'eau de pluie rentre jusque dans les nappes, eh c'était du bon sens. Haute-Paris le fait à l'amont de Paris et accompagne les agriculteurs pour se transformer avec, en gros, une partie de notre argent sert à reconvertir les terres en bio. Eh bien, c'est tout autant d'argent qu'on gagne parce qu'on traite moins l'eau. Donc, ces cycles vertueux qu'on est capable de mener, ils vont devenir obligatoires. Donc, c'est plutôt positif. Ce qui est extraordinaire, c'est donc que les actions sur le fond, dans la mesure de production, étaient pas mal, mais en fait, les communications, ça montrait plutôt une volonté d'apaiser notamment les grands syndicats agricoles, Exactement. dont la FNSEA, dont on sait à quel point les... En fait, on a clairement parlé à la FNSEA. Et on n'a pas parlé au grand public, alors que dans le fond, les points sont là. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va tous les mettre en œuvre? Et si on les met tous en œuvre, on ira dans le bon chemin. Et tout dépend aussi de la vitesse de mise en œuvre. Et il faut comprendre pour ça le rythme avec lequel la France est en train de se transformer. Et vous avez évoqué la question de ce qu'on appelle maintenant les méga-bassines, ce qui est un mot qui n'était pas connu du grand public il y a encore quelques années. Vous faites partie de ce qu'on appelle lanceurs d'alerte sur les méga-bassines. Vous avez contribué en quelque sorte à la prise de conscience qui a fait que, il y a quelques mois, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, il y a eu ces violences, ces échauffourées entre les partisans des méga-bassines et les opposants. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une méga-bassine? Je ne suis pas sûr que le grand public sache vraiment bien ce que c'est. Et qu'est-ce que vous en pensez? Du mal, d'après ce que j'ai compris. En tous les cas, pas du bien. Je spoil un peu du mal. Eh bien, pour être clair, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on avait de plus en plus d'arrêtés d'interdiction d'irrigation. Dès que vous passez en niveau de crise, en niveau d'alerte, eh bien, la logique française était de dire on va protéger les populations et l'eau potable, et on va demander aux agriculteurs de contribuer et ils arrêteront l'irrigation. Donc il a fallu inventer un moyen pour essayer de contourner cette réglementation si on voulait continuer à produire de la même manière les mêmes céréales, le même maïs, et donc qui demandent nécessairement de l'eau dans une période où il y en a le moins. Et donc pour ça, il y avait un texte réglementaire qui nous expliquait que si vous aviez en fait on va dire une mare, un plan d'eau ou bien une zone qui collecte les eaux de pluie par exemple, eh bien cette zone-là qui est complètement déconnectée de la rivière, vous aviez le droit d'utiliser cette eau pour de l'irrigation. Et donc, et ça c'est vraiment un journaliste qui m'a raconté ça il y a 2 semaines, en fait il est venu et il a interviewé un des responsables locaux là-bas, qui lui a dit, en fait, on a vu qu'il y avait une interdiction, il fallait contourner l'interdiction, on a cherché la solution. Et je me dis, ça fait quand même 2 ans que j'en parle, 2 ans que je me bats, et là, ils le disent, ils ont tellement d'assurance que de toutes les façons, on va en mettre partout, qui se sentent tellement invulnérables, qui maintenant, ils disent, bah oui, il fallait contourner les lois préfectorales. Donc ça veut dire qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prélever dans les nappes phréatiques, quand c'est encore autorisé, durant l'hiver,
on va remplir ces nappes. Ça correspond à peu près à 260 piscines olympiques pour avoir un peu un ordre de grandeur. Et ce qu'il faut préciser, c'est des fois on a l'idée que c'est l'eau de pluie qui va être recueillie, pas du tout, c'est prélevé. J'allais y venir. Et donc on va aller prendre l'eau dans les nappes phréatiques avant que ce soit interdit, et on va la garder, et ça deviendra, comme sur le texte réglementaire, un lieu isolé dans lequel on peut puiser, en réalité, pour faire de l'irrigation. Et donc, le problème, c'est que ça veut dire de méconnaître complètement le cycle de l'eau et méconnaître complètement ces liens entre les nappes et les rivières. Si vous voyez de l'eau dans une rivière et qu'il ne pleut pas, c'est l'eau qui vient de la nappe. Et donc comprendre à un moment donné ce lien entre les nappes et les rivières, comprendre qu'il y a un jeu permanent quand il y a une inondation, eh bien ce surplus d'eau va être absorbé par la rivière. Par exemple, il y a eu quelques pluies dans les Pyrénées-Orientales il y a quelques jours, un territoire qui est complètement assoiffé, eh bien le sol a bu et donc on n'a eu aucun signal dans les cours d'eau parce qu'à un moment donné, tout va revenir et la nappe va récupérer cette eau. Et quand la rivière n'a plus d'eau, eh bien la nappe lui restitue cette eau. Si vous retirez l'eau de la nappe avant, eh bien vous allez faire en sorte que vous allez créer ce qu'on appelle un assec plus vite de toutes les rivières qui sont directement alimentées par cette nappe. C'est-à-dire que eh bien, ces rivières vont s'assécher complètement et donc c'est tout le vivant qui va s'effondrer. Et donc voilà le principe même d'une bassine, c'est-à-dire qu'on soutient une agriculture au détriment de toutes les rivières autour. On voit très bien qu'elles s'assèchent massivement. Ça accélère encore plus la phase de crise. Et le pire, c'est que, eh bien, comme le niveau de la nappe chute très bas, eh bien, tous les petits maraîchers, tous ceux qui avaient en réalité un petit forage, un puits, eh bien, tous se retrouvent à sec. Et donc, en réalité, ce sont que les géants qui peuvent se permettre... Il y a vraiment quelque chose de social, en plus, derrière la partie strictement écosystémique. Et en plus, c'est les plus gros qui chipent l'eau des plus petits. Quoi. Ça s'appelle la privatisation de l'eau. J'ai de l'argent, je prends l'eau et je la garde pour moi. Je crée une bassine, financée d'ailleurs à 70% par l'État, donc par nous, et je décide que cette eau m'appartient. Et donc, c'est beaucoup plus pervers encore, en réalité, c'est que les géants de l'agroalimentaire eh bien, imposent la création de bassines pour être sûr que leur production de Bonduelle, de McCain, de tout ce que vous voulez, eh bien, derrière arrivera et on aura assez d'eau pour permettre ces productions. Donc en fait, on est en train de piller toute l'eau de nos nappes en France. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est le début? Est-ce que ça existait déjà avant? Eh bien, on a un moyen maintenant de voir ce qu'on n'était pas capable de voir. C'est-à-dire qu'avant, eh bien, quand on pillait l'eau dans une nappe phréatique, personne ne le voyait, personne ne le savait. Quand vous alimentez de la fast fashion avec Shein ou les 52 collections de Zara ou les je ne sais combien tous les 15 jours de Shein, eh bien, vous allez nécessairement vous appuyer sur des nappes phréatiques. Alors, elles se trouvent en Inde. Sur certains secteurs, on a des nappes qui étaient à moins 4 mètres. Maintenant, vous descendez à moins 400 mètres, il n'y a plus d'eau. Et cette eau-là, elle a été prélevée pour fabriquer ce coton, pour fabriquer massivement du coton qui a besoin d'eau. Mais on a tellement besoin de fabriquer de coton qu'en réalité, entre les engrais, entre les pesticides et entre tout ce qui va nourrir le fait d'avoir une production toujours plus rapide, eh bien, à un moment donné, on ne peut créer cette richesse qu'en s'appuyant sur nos nappes phréatiques. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le monde. Aujourd'hui, pour avoir un téléphone portable, pour créer des habits, eh bien, vous avez besoin d'eau. Et donc, on a pillé toutes les nappes dans le monde. Et ça commence à se voir sur les images satellites. Et donc, la NASA, aujourd'hui, a un outil qui s'appelle la mission Grace, qui permet, avec un double satellite, de voir l'évolution de la gravité terrestre. Et donc, on a... Pourquoi? Quel lien avec la gravité terrestre? Eh bien, quand vous enlevez beaucoup d'eau, vous allez modifier la gravité de la Terre. Okay. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que toute l'Europe, depuis 2000 à 2022, eh bien, la gravité terrestre de l'Europe s'est modifiée. Et partout, on a surpompé plus que l'on était capable de restituer dans la nappe phréatique. Ça signifie qu'en réalité, on pensait que le cycle de l'eau était recyclable, renouvelable, et qu'en réalité, il ne l'est pas. En fait, ce qui est terrible dans ce que vous dites, c'est que c'est très contre-intuitif par rapport à ce qu'on apprend dans les cours de SVT. C'est-à-dire, on a tous en tête ce schéma, on a une petite masse d'eau, un nuage, des petites flèches, tout ça est restitué en forme de pluie. L'eau dont vous parlez, l'eau terrestre, l'eau des nappes phréatiques, l'eau des rivières, l'eau des océans, etc., elle ne disparaît pas dans les lunes. Donc, où est-ce qu'elle part, cette eau?
Alors Oui. ça, c'est vraiment une question qui est essentielle, c'est-à-dire que il y a toujours autant d'eau sur Terre que depuis l'époque des dinosaures. En gros, on a à peu près la même quantité Donc là, on d'eau. croit qu'on est rassuré quand on vous entend, et en fait, la suite est moins. Le problème, c'est qu'elle change de réservoir. Et donc, si on voulait, en fait, on a même l'équivalent de 3 fois tous nos océans à moins 700 km sous terre. Très peu de gens le savent, mais en 700 réalité... km, ça commence à faire loin quand même. À côté du noyau, on a l'équivalent de 3 océans. Si on a Ne le dites pas trop aujourd'hui- fort parce qu'il y a des industriels qui vont vouloir aller. Donc on le dit, ça reste, faut pas que ça sorte de l'Académie du climat, on est d'accord. C'est parfois C'est de l'eau ce que pas je me potable, dis. elle est horrible. Hein. C'est une mauvaise eau, faut pas la prendre. C'est ce que je me dis, mais je me dis 700 km sous terre quand même, il faudrait qu'ils soient forts. Mais ceci dit, ils sont capables de faire des trucs pas Ne mal. les cherchez pas, Emma. Non, pardon, je vous ai interrompu. Donc, Donc- s'il y a la même quantité d'eau sur Terre que depuis les dinosaures, alors où est-ce qu'elle est passée? Changement de réserve, vous dites. Ouais, changement de réservoir. Donc, en fait, on a le réservoir au niveau atmosphérique de l'eau, il est tout petit. C'est 12 000 km3. Mais c'est rien. 12 000 km3 et les nappes phréatiques, c'est 550 000 km3. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'est mis à prélever massivement dans toutes les nappes du monde, les nappes asiatiques, d'ailleurs européennes ou encore indiennes, ou les grandes plaines en Amérique. Et on s'est mis à prélever en sachant qu'on allait tarir ces nappes phréatiques. Alors, premièrement, il y a un vrai problème, ce qui est le fait que si vous décidez de retirer cette eau, eh bien, vous allez avoir un affaissement massif. En Californie, c'est à peu près 30 cm par an où les routes s'affaissent. Si on va au Mexique, on a des affaissements jusqu'à 10 mètres. C'est-à-dire que s'il y a un trou, il y avait de l'eau dedans, si vous retirez l'eau, eh bien nécessairement, le sol s'effondre. Ça, c'est déjà ce qu'on découvre. Ça veut dire que ces nappes phréatiques qui avaient été construites par l'histoire du monde, par l'histoire du temps, eh bien, on est en train de les... Non seulement on les épuise, mais en plus, elles ne pourront pas se reconstituer. D'ailleurs, la Californie a vécu 12 rivières atmosphériques successives après des années sécheresse. On a regardé sur le plan des images satellitaires avec la NASA, et en réalité, on s'est rendu compte que les nappes ne se reconstituent pas, parce que les sols sont complètement affaissés. Donc ça, c'est déjà un problème majeur. Alors, où va cette eau? Eh bien, je vous donne un autre exemple, un peu fou, mais en fait, le colonel Kadhafi, dans son délire mégalomaniaque, Dictateur libyen, il faut préciser pour les plus jeunes. Oui, pardon. Qui n'ont pas souvenir des images de sa mort il y a quelques années. Donc, le dictateur en Libye s'est dit « Je vais créer la 8e merveille du monde ». Et donc, il a décidé de créer la grande rivière artificielle. Cette grande rivière artificielle, eh bien, s'appuie sur une nappe fossile qu'il a été prélevée pour alimenter Tripoli. Eh bien, cette nappe-là, l'équivalent en termes de quantité, qui est en train d'être vidée actuellement, au moment où on parle, puisque une fois qu'elle est vidée, cette nappe fossile qui s'était infiltrée il y a 1 million d'années, eh bien, c'est fini, la poche est vide. Et donc, eh bien, cette nappe-là, juste ça, c'est la quantité de 6000 fois l'eau dans l'atmosphère. Donc ça nous oblige à nous poser des questions. Où va cette eau? On s'est rendu compte, notamment via une étude qui vient de sortir la semaine dernière, qu'une grande partie de nos eaux dans les lacs et réservoirs diminue. D'ailleurs, ça ne sert quasiment plus à rien d'avoir des barrages partout qui vont pousser comme des verrues sur les territoires. Eh bien, en réalité, ils sont vides. C'est ce qui se passe en Chine. En Chine, ça génère de vraies problématiques parce que, en fait, dans les zones dans lesquelles on pensait production électrique grâce à l'hydroélectricité, et lorsqu'on se retrouve avec des barrages qui sont vides, eh bien, il a fallu massivement se reporter sur d'autres systèmes. Donc, qu'ont fait les Chinois il y a 2 ans? Ils ont été vite vers le charbon. Ah oui. Sauf que, pour fabriquer du charbon, il faut beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que pour extraire le charbon, il faut des cuvelages d'eau très importants. Alors, ils ont fini par aller acheter du gaz liquéfié aux Qataris. Et donc, nécessairement, la différence entre la À Chine... chaque fois qu'on a l'impression que ça va être pire, en fait, c'est encore pire à chaque fois. Désolée. C'est extraordinaire. J'attends la fin de la Mais démonstration je- parce que on est vraiment Je dans le dis une... avec le sourire quand même. C'est formidable. Gardez votre sourire. Mais c'est-à-dire que là, on est sur le gaz des Qataris. Je sais pas. Bientôt, il y aura du sang d'enfant. Je sais pas. Allez-y. Et Je vous donc, écoute. à ce moment-là, les Chinois reluquaient l'Europe, parce que l'Europe avait une chance, c'était d'être connectée au gazoduc russe, ce qui n'était pas notre cas. Quand la guerre en Ukraine est arrivée, eh bien, la Chine devait se positionner
parce qu'elle se rendait bien compte qu'elle était obligée de fermer 2 jours par semaine un certain nombre d'usines dans certains secteurs, parce que trop de sécheresse et parce que plus d'eau dans les barrages. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a inauguré, il y a quelques mois, le gazoduc, qui normalement allait directement vers l'Europe, et bien maintenant, il va directement vers la Chine. Et donc, on peut comprendre la géopolitique mondiale en comprenant là où sont les ressources en eau, et finalement, ce qui se joue derrière. Parce que vous n'avez pas dit où finissait l'eau, hein. Elle finit où, l'eau? Parce que là, vous nous dites de partout, elle disparaît. Mais où va-t-elle à la fin? Alors, où elle va? Eh bien, elle disparaît un peu en haute atmosphère. Ça aussi, c'est la NASA aussi qui nous le dit. C'est-à-dire que notre atmosphère est en train de se tasser. Alors, c'est un peu angoissant, dit comme ça. Non, pas du tout. Allez-y. C'est dimanche de Pentecôte. Allez-y. On est là pour ça, c'est le week-end des possibles. Et elle se condense, c'est-à-dire qu'on a à peu près, à l'échelle planétaire, une augmentation de 10% de la quantité de vapeur d'eau. Alors, jamais au même endroit, puisque ça fonctionne un peu comme des rivières atmosphériques. Et donc, on va avoir des concentrations dans certaines zones, ce qui va expliquer les inondations au Pakistan. Ça fait des nuages, grosso modo? Visuellement, c'est des nuages? Oui, des sortes de rivières atmosphériques, c'est comme des bassins versants atmosphériques. Donc ça, c'est plus 10%. Les rivières, je vous conseille de regarder le film qui est extraordinaire, qui s'appelle Les rivières volantes sur Arte, qui justement explique ce principe de cette pompe biotique. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, c'est des recherches assez récentes, et donc qui nous montrent que tout est interrelié déjà dans le cycle de l'eau. Et ça, c'est déjà incroyable. C'est-à-dire que la déforestation au Congo va avoir des impacts tout autour, dans tous les pays derrière, en générant des sécheresses. Mais on s'est rendu compte que cette déforestation, en ne conservant pas ces cycles de l'eau, elle empêche notamment d'alimenter. Et donc, elle réduit la quantité d'eau qui va jusqu'en Amazonie. C'est-à-dire qu'on traverse un océan, et quand il y a un peu moins d'eau en Amazonie, alors je suis désolée, je vais aller jusqu'au bout, mais après j'essaierai de dire un truc sympa pour nous faire rire. Mais quand vous avez moins d'eau en Amazonie, parce que vous augmentez, de fait, ça accroît la température locale, le changement climatique vient s'installer, les quelques degrés supplémentaires et le fait d'avoir moins d'eau, donc d'avoir plus de phases de sécheresse, va permettre à ceux qui déforestent de déforester plus, parce que pour pouvoir déforester, on ne le fait pas pendant la saison des pluies, on le fait quand c'est sec. Et donc, si on veut cramer, derrière, il faut absolument que le sol soit sec. Donc, ça accélère la déforestation. Donc, en réalité, tout est lié. Alors, c'est absolument terrible, et c'est absolument merveilleux aussi, parce qu'on se rend compte que, par contre, quand on remet les choses à leur place, ça marche. C'est peut-être là où moi je retrouve le sourire. Pardon, mais juste, on termine le raisonnement. Grosso modo, toute l'eau qu'on est en train de faire disparaître à une vitesse absolument terrifiante se retrouve dans les coulées de nuages, des rivières flottes. Non, une partie dans la surélévation des océans, une partie dans les océans, une partie en condensation atmosphérique et une autre partie, et ça c'est quand même incroyable, dans des zones qui sont quasiment dépeuplées. Le plateau tibétain est en train de récupérer de l'eau. La zone du Grand Rift en Afrique. On se rend compte que les zones où on fout la paix au cycle de l'eau, il est en train de se restaurer, alors que dans tous les autres endroits, nous perdons nos eaux. On perd l'eau des lacs, on perd l'eau de nos rivières, on a beaucoup plus de rivières qui sont asséchées une grande partie de l'année. Mais par contre, on regagne de l'eau quand même dans certains territoires. Mais il faut l'intégrer dans notre réflexion globale. En théorie, les méga-bassines des Deux-Sèvres et d'ailleurs, dont on parle beaucoup ces derniers temps en France, peuvent générer des problèmes, des sinistres loin de France, par exemple? Oui. Alors, il faudrait les analyser, mais effectivement... Alors, qu'est-ce qui se passe sur les méga-bassines? Moi, je l'analyse depuis 5 ans, puisque j'ai à peu près la carte de la centaine de bassines qui existent. Donc, je suis... Chaque année, dans toutes les zones où on a créé des bassines, on va avoir des situations de crise beaucoup plus tôt dans l'année. Ce sont des zones qui deviennent plus vulnérables. C'est comme si vous enlevez la capacité de résilience du sol, du territoire. Donc, en réalité, la sec va se faire plus vite. Déjà autour, ça se voit. Donc, ça, c'est une première chose et qu'on voit très clairement. Si vous avez des sols plus secs, et que vous avez prélevé toute cette eau pour la garder pour vous dans vos bâches plastiques et que vous la retirez de la nappe et que vous la retirez, déjà, vous allez la retirer non seulement des rivières, mais en plus des premières couches de sol qui sont humidifiées grâce à la nappe phréatique. Si les premières couches de sol, je vais plus loin dans le raisonnement, si les premières couches de sol sont asséchées, à ce moment-là, vous allez augmenter localement
la potentialité de température, c'est-à-dire que vous allez accroître le réchauffement. Et si vous réussissez à accroître ce réchauffement, vous augmentez la sécheresse. Donc en réalité, c'est comme si vous enleviez l'immunité d'un organisme. Et à partir du moment où tout saute, eh bien, les choses se jouent en chaîne. Et alors, je vais peut-être vous dire quelque chose de positif, si je peux. Il est temps. Merci. Je viens de rentrer de Colombie. J'ai passé un mois là-bas. J'ai vécu avec le peuple Kogi. Donc, c'est un peuple autochtone qui est la dernière société précolombienne encore existante. Ils ont dans leur dialecte une grande partie de mots issus des Mayas. Donc 90% de leur peuple a été complètement décimé par les conquistadors à l'époque, mais 10% ont réussi à se réfugier dans les montagnes, une montagne qui s'appelle la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est une rivière qui monte à 5775 mètres d'altitude, à 42 km de la mer. Donc il faut imaginer une montagne gigantesque face à la mer. Et là-bas, il y a une association française qui, parce que un chercheur français était parti là-bas il y a 30 ans et a eu une embolie pulmonaire et s'est fait soigner par ce peuple. Il a proposé de racheter, enfin de l'aider. Donc il leur a dit, vous m'avez sauvé la vie, moi j'ai envie de dédier une partie de ma vie pour vous. Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, ils leur ont dit, aide-nous à racheter ces terres ancestrales qu'on nous a volées, parce que derrière, il y a des sites sacrés pour nous qui sont essentiels. Et donc, en fait, il les a aidés à racheter ces terres depuis 30 ans. Et depuis 3 ans, ce peuple dit, en fait, on est dans une phase du monde où tout va trop mal, il faut qu'on parle ensemble parce que nous, on sait comment ça fonctionne, il faut qu'on réussisse à parler à des gens. Et ils ont accepté d'accueillir pour la première fois dans leur histoire 6 scientifiques pour essayer de créer un dialogue entre des savoirs ancestraux, puisqu'ils vivent de la même manière depuis 3500 ans, et à la fois nos savoirs récents scientifiques. Et donc on a créé cet échange-là et on est arrivé sur les terres et l'objectif c'était de faire un diagnostic territorial croisé entre ce qu'on pouvait observer nous de leurs terres, ce qu'on pouvait en comprendre et ce qu'eux pouvaient nous traduire. Et ce qui est absolument incroyable, c'est à quel point on a vu des terres qui ont été rachetées il y a 5-6 ans et à quel point tout rejaillit, tout renaît. C'est-à-dire que ça devient des forêts comestibles partout, les sources reviennent. Et donc, il faut comprendre qu'à un moment donné, quand on fout la paix à la terre, en réalité, tout rejaillit. Sauf qu'il va falloir qu'on retrouve notre pouvoir, parce que ça fait trop longtemps qu'on nous l'a enlevé. Ça s'appelle les Kogi, donc les Kogi de Colombie, c'est ça? Les Kogi, exactement. Oui, mais c'est important de le Et j'ai été voir aussi un autre peuple qui s'appelle les Arhuaco, mais on a vécu vraiment avec les Kogi. Et, donc les Kogi, de manière empirique, avec un ensemble de rites et de sens du sacré qui est évidemment très différent de celui qu'on se trouve en Occident, on réussit finalement à faire ce qu'on pourrait appeler de la permaculture ou de l'agriculture durable. Exactement. En fait, toutes les prémices de la permaculture, on les voit là. Et on voit qu'ils ont un champ pour la grenouille, mais ils nous expliquent que si la grenouille revient, les sources reviennent. Ouais. Et à quel point c'est essentiel, à quel point les étoiles ont des larmes qui permettent ensuite de générer la rosée. Et alors ça s'explique scientifiquement, parce que si effectivement vous êtes en plein désert et que vous avez beaucoup moins de quantité de vapeur d'eau dans la colonne atmosphérique, parce que vous avez beaucoup d'étoiles, vous savez, dans les déserts, la nuit il fait froid, et donc nécessairement le sol est plus chaud, et on a une rosée qui est plus importante parce qu'il y a un différentiel de température. Eux vous expliquent que ce sont les étoiles qui génèrent ces larmes d'étoiles en créant la rosée. Et donc, c'est poétique, c'est à la fois sacré, c'est à la fois merveilleux. En même temps, ça rend très humble nos grandes sciences qui n'ont pas vraiment réussi à empêcher grand-chose en termes de destruction. À la fois, quand je suis rentrée, en fait, on prend tellement une grosse claque que la notion de sobriété, elle n'existe même plus, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce sentiment de se dire, mais ça, c'est complètement superflu, en fait. J'en ai pas besoin. Donc, on se pose même plus ces questions-là, ça paraît évident. Parce que la seule chose qui finalement nous alimentait entre nous scientifiques dans notre monde, etc., et eux, c'est le fait qu'on a mangé ensemble, qu'on a ri ensemble, on avait le même humour. En fait, l'humour est universel. On a réussi à parler pendant 6 heures par jour avec leur chaman, pour essayer de créer cet échange. Et je vais peut-être vous dire juste un dernier point qu'ils ont ressorti et qui est assez symptomatique du tout, je trouve. On leur a dit, mais quelle dernière question vous voudriez poser aux scientifiques? Et ils nous ont dit, oui, on a une question. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas.
expliquez-nous qui sont le père et la mère du plastique. On ne comprend pas comment l'humanité, comment quelqu'un a pu créer un système qui ne s'éteint pas dans la nature, alors que tout a un cycle, tout normalement, pour eux, derrière, quand on est arrivé, on a demandé où étaient les toilettes, ils ont rigolé, quoi. Ils ont dit, attends, derrière, c'est la nature, quoi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Enfin, pour eux, tout est naturel, il n'y a aucun déchet, il n'y a rien, tout est géré, tout est à l'équilibre, tout est très respecté. Et d'un seul coup, en fait, ils sont envahis dans leur montagne, jusqu'au plus haut niveau de la montagne, par du plastique. Et par des bouteilles minérales, par des bouteilles de shampoing Head & Shoulders que j'ai retrouvées à 2500 mètres d'altitude. Enfin, ça paraît fou, quoi. Et donc, tu te dis déjà, tous les océans sont envahis, tous les bords de côte, mais dans les montagnes, on ne s'imaginait pas à quel point l'atteinte était aussi forte. Et donc, moi, je me rappelais d'une histoire. C'était l'histoire de Lavoisier. Alors, parce qu'ils nous ont demandé le père et la mère, parce que pour comprendre l'origine du plastique, il faut comprendre la source pour eux. Et en fait, Lavoisier, c'était un éminent chercheur et qui en même temps a fait beaucoup de choses en France, sur les routes, les chaussées. Il a aidé à construire la France. Et c'est lui qui a découvert la molécule d'eau. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est français, le fait d'avoir découvert la molécule H2O. Et sa femme, qui était une grande chimiste aussi, l'accompagnait, mais elle avait un amant pendant 18 ans. Et quand Lavoisier s'est fait couper la tête à la Révolution, en fait, eh bien, cet amant éploré a traversé l'océan et parti de l'autre côté. Et le fils derrière du premier mariage de cet amant qui était un peu derrière atteint par cette histoire, eh bien, en réalité, a créé la première entreprise qui s'appelle, puisque l'amant s'appelait Dupont de Nemours. Ah, tiens. Et donc, en réalité, la société de Nemours qui a été la première à créer le plastique. Et je me suis mis à leur raconter cette histoire parce que c'était la seule chose que je connaissais. Et j'ai bien vérifié, en réalité, c'est bien une des origines. La deuxième origine du plastique, ce qui est quand même assez intéressant parce que depuis, j'ai essayé de faire des recherches, c'est Bayer. Donc c'est le firme allemande bien connue. Le plus beau géant des pesticides. À la base, Bayer a été créé en fait principalement pour créer les éléments qui permettront plus rapidement la solution finale. C'est quand même intéressant de savoir d'Adolf Hitler, d'où vient l'origine de nos pesticides. Et une fois qu'ils ont fait fortune, quand la guerre était terminée, ils se sont reconvertis en semences et en pesticides et fongicides. Et en même temps, ils ont créé plusieurs autres filiales qui, derrière, ont développé massivement, notamment le plastique. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et alors, quand on leur a dit, mais écoutez, récupérez-le, ce plastique, c'est essentiel. Alors, je ne vous parle pas d'eau, je suis désolée, mais... Non, mais c'est intéressant. Non, on n'est pas très loin. Mais en fait, on leur a dit, récupérez-le parce que ça va finir dans les rivières, ça va finir dans les océans. Et gardez-le, et mettez-le dans le village d'en bas, parce que derrière, c'est essentiel. Et alors, ils nous ont regardés, ils nous ont dit, OK, on va le faire. Moi, maintenant, j'ai une question. Une fois qu'on a récupéré tout le plastique de la montagne, qu'on va le mettre dans ce sac plastique, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'il devient ensuite? Et là, c'est quand même compliqué. Hein. C'est compliqué de leur expliquer que 90% du plastique que l'on émet sur Terre ne sera jamais traité et sera enfoui dans la nature. Et si on ne prend pas conscience de ça, si à un moment donné on n'intègre pas ces données-là, si on ne comprend pas que le modèle de l'eau minérale est fini, si on ne comprend pas qu'il y a d'autres systèmes pour se réconcilier avec l'eau autrement, et à quel point on ne peut plus continuer comme ça, en fait, je crois que c'est la source de tout. Donc à la fois, ça m'a amené une sorte d'impuissance et de désespoir de dire mais il y en a tellement partout, on ne sait pas par où le prendre, et le cycle de l'eau au milieu qui est tellement maltraité. Pour eux, l'eau, c'est la femme. Et c'est vraiment le féminin de la madre, de la terre. Et cette eau, elle est abîmée, pillée, maltraitée. On est en plein féminicide, effectivement. Là. On est en plein féminicide. Et à la fois, ça m'a donné un sentiment d'espoir et de me dire, mais en fin de compte, on peut tellement faire de choses. Tout renaît tellement vite, les cycles se restaurent. Mais il suffit juste à un moment donné de laisser respirer ce cycle de l'eau. Voilà. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Je pense qu'elles seront nombreuses. Voilà, je pense. Merci Emma. Madame ici, je ne veux pas choisir spécialement, mais
Bonjour, merci beaucoup pour cet éclairage. C'était vraiment fabuleux de vous entendre malgré effectivement les mauvaises nouvelles. Je vais peut-être en rajouter parce qu'on a beaucoup parlé du cycle de l'eau, du climat, etc. Un petit peu du plan climat du gouvernement et des méga-bassines qui sont sur la question de l'usage qu'on en fait, mais finalement assez peu traité cette question de l'usage qui pour moi est aussi une énorme problématique puisque le système actuel français qui date d'après-guerre à peu près est vraiment en très mauvais état et qu'il demande d'être... Le système de quoi, pardon? Vous parlez de quoi? Tout ce qui permet de l'acheminer, en fait. Ah, d'accord, le système de transport de l'eau. Voilà. La tuyauterie. Et pour permettre notre usage en tant qu'individu d'eau potable, tout ce qui permet l'eau potable, en fait. Donc est-ce que vous, évidemment, ce n'est pas votre métier de gérer cette partie-là, mais est-ce que vous avez deux petits points d'éclairage par rapport à ça? Et la deuxième chose, est-ce que c'est d'autres hydrologues qui m'ont parlé de ça dans les Pyrénées-Orientales, où je viens de passer 3 mois dans l'espoir de créer un écolieu là-bas? Évidemment, les problématiques de l'eau, vous le savez, sont énormes puisqu'on est le département a émis un arrêté préfectoral depuis longtemps, depuis fin mars. Et ça veut dire notamment, pour donner un exemple pour que vous réalisiez, ça veut dire que donc, les agriculteurs, eux, prélèvent dans la nappe phréatique, que les individus qui, eux, essayent d'avoir leur petit potager pour avoir un peu d'autonomie n'ont plus le droit de prélever l'eau. Ça veut dire par exemple qu'au cimetière on ne peut plus arroser non plus les plantes qui sont là. Donc j'en viens à ma question et à ce qu'ils m'ont rapporté aussi, c'est que plus on prélève de la nappe phréatique pour les agriculteurs, surtout quand on est proche de la mer, et plus on risque de faire remonter le sel, et là ça devient irréversible. Alors plein de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, c'est un territoire que je connais bien parce que j'y ai grandi, donc je connais la moindre source d'eau. Je me baladais quand j'étais petite là-bas. C'est sans doute ce qui m'a fait devenir hydrologue d'ailleurs. Je pense que c'est un des territoires qui est en train d'arriver sur le mur, sur la bascule. Pourquoi? Parce qu'en 2021, quand toute la France a été arrosée, c'est la seule zone avec la Provence qui n'ont pas reçu une seule goutte de pluie. Donc ça veut dire que ça fait 7 ans de sécheresse chronique alimentée en permanence, et on voit à quel point c'est très complexe parce qu'en réalité les agriculteurs derrière veulent tirer à eux la question, et on arrive tellement au dos du mur que ça me fait un peu penser au Maroc et au Portugal où s'ils ne désalinisent pas l'eau de mer, ils n'auront pas de solution. Il faut savoir que ce sont des pays, le Maroc, la Tunisie, surtout le Maroc-Tunisie, qui n'ont pas de capacité de nourrir leur population parce qu'ils n'ont pas assez d'eau et qu'ils n'ont pas assez de terres arables. C'est pareil pour l'Égypte. L'Égypte est complètement dépendante. Structurellement, ils n'ont pas suffisamment d'eau par rapport à la population, quoi. En fait, ils vont aller importer cette eau. Et donc, toute la question, c'est en réalité, on cache les famines des uns et des autres en fonction des puissances économiques en important de l'eau virtuelle. Et donc, la Tunisie, le Maroc, par exemple, ne pourraient pas, derrière, alimenter leur population s'ils n'importaient pas de la nourriture. C'est pareil pour le... C'est ça que vous appelez de l'eau virtuelle, hein. C'est de l'eau transportée à travers, par exemple, des aliments. Exactement. C'est pas de l'eau à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne fait pas venir des bassines d'eau ou des réservoirs d'eau, on fait venir de l'alimentation. C'est ça, l'eau virtuelle. Donc en fait, ces territoires-là, pour moi, arrivent dans un niveau où si ils vont arriver comme sur les plaines d'Almeria, derrière, au sud de l'Espagne, ils vont se mettre à désaliniser massivement. Ils commencent. Est-ce que c'est si grave de désaliniser? Parce qu'on se dit, on a du bon sens, on se dit, bon, on prend l'eau de mer, on enlève le sel, puis ça fait de l'eau. Pour moi, c'est vraiment la solution ultime quand il n'y en a pas d'autre. Donc, en fait, désaliniser l'eau de mer, ça demande 12 produits chimiques pour pouvoir la désaliniser. Sur 1 mètre cube, on récupère à peu près entre 20 et 50%. Vous allez me dire, c'est pas grave, c'est de l'eau de mer. Sauf qu'en réalité, on consomme beaucoup d'énergie pour pouvoir la transformer. On récupère 20 à 50%, ça veut dire que le reste disparaît, on n'arrive pas à le garder. Dans le processus. C'est pareil que le sel, en quelque sorte. Et ensuite, on va prendre cette saumure, cette sursalinité, on va la rejeter en mer
ce qui est catastrophique sur tous les bords de mer de zones qui désalinisent. Donc en tous les cas, à l'heure où on en est, on n'a pas trouvé de système qui évite l'utilisation de ces produits chimiques et qui évite le fait de consommer beaucoup d'eau. Donc moi, je peux vous dire une chose, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais si vous avez beaucoup d'argent, vous aurez toujours de l'eau. Déjà plutôt intéressant, parce que, je vous donne un exemple, au Chili, dans le désert d'Atacama, qui est le désert le plus sec au monde, eh bien, on est capable de désaliniser l'eau de mer, de la faire remonter 1500 km dans les terres et à 2500 mètres d'altitude. Tout ça parce que cette eau sert aux mines de lithium. Et donc, quand le jeu en vaut la chandelle, on est capable de faire venir de l'eau n'importe où dans le monde. Donc, c'est quand même assez intéressant. Lithium qu'on trouve dans nos engins, aux moteurs électriques, etc., etc. Par contre, ce qui finalement permet cette transition énergétique, ce qui est en réalité assez paradoxal. Et donc, on voit très bien à quel point des pays comme les Émirats arabes, qui n'ont pas un fleuve qui les traverse, eh bien, ont des jardins luxuriants, des piscines partout. Tout ça, c'est de l'eau désalinisée parce qu'ils ont du pétrole. Donc si vous avez de l'eau ou si vous avez du pétrole, si vous avez de l'argent ou si vous avez du pétrole, vous aurez de l'eau. Et donc comprendre ça, c'est comprendre ce qui est en train de se jouer en ce moment. Et il faut faire attention au technico-solutionnisme qui nous dit « oui, mais on va pouvoir désaliniser partout, regardez, 96% de l'eau est salée, mais c'est facile ». Ben, c'est pas si facile que ça, parce que ça demandera toujours cette énergie, et c'est quand même assez terrible d'imaginer ces tuyaux remontant les territoires alors qu'on avait des rivières qui les traversaient jusque-là. Je pense que notre monde mérite mieux que ce modèle-là, qui est pourtant celui vers lequel on va dans certaines zones où il n'y a pas d'autre solution. Il y avait une autre question donc, sur les tuyaux, la tuyauterie abîmée. Alors, la tuyauterie... Est-ce que... Le biseau salé, quand il remonte, le biseau salé, c'est le plus gros problème qu'on a actuellement dans le monde, partout, sur toutes les franges littorales. On a tellement peu d'eau dans ces zones qu'en réalité, eh bien, la nappe, le biseau de sel remonte dans les nappes phréatiques. Et donc, à ce moment-là, on ne peut plus l'utiliser à des fins agricoles. Donc, c'est un problème majeur. C'est pour ça que c'est intéressant de réutiliser l'eau usée, parce que dans les zones littorales, alors que c'est absolument pas intéressant et c'est pas du tout la solution magique sur tous les autres territoires, parce que en général, nos eaux usées, quand on est en zone littorale, on la rejette en mer, donc on pollue. Regardez ce qui se passe au large des Calanques à Marseille, c'est absolument dramatique. Et donc, en fait, si on récupère cette eau, qu'on la nettoie avec des membranes par osmose inverse, etc. Juste une précision, les eaux usées, c'est les eaux de nos toilettes et de nos salles de bain. Exactement. Et donc, ces eaux-là, si on la récupère, eh bien, à ce moment-là, on peut la réutiliser pour d'autres usages et au moins essayer de la nettoyer pour éviter de l'envoyer dans le milieu. Il y a toujours ce lien avec le milieu, avec ce qu'on rejette, avec qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on veut. Voilà, je peux aussi parler de ce qu'il y a dans cette eau. Donc, pour finir sur les tuyaux, effectivement, on dit que 20% des tuyaux en France, 1 sur 5, derrière on a un vrai problème. Des fois, dans certaines zones, c'est jusqu'à 80% de l'eau qui est récupérée qui fuit. Donc les fuites, elles peuvent être très larges. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 pays qui ont mis en œuvre une politique massive pour réduire les fuites. C'est Singapour et l'Australie. Et donc, ça marche très bien parce que l'année d'après, c'est rentable. Pourquoi? Parce que si vous avez des tuyaux qui sont mieux gérés, et aujourd'hui, il y a plein de techniques, il y a plein de start-up, il faudrait les soutenir, il faudrait faire en sorte qu'elles puissent se développer. C'est très compliqué de développer des activités économiques quand on est des jeunes avec des bonnes idées. C'est pas pour autant qu'on est aidé. Et pourtant, on a des solutions. Et donc, en fait, quand on va protéger ces tuyaux, eh bien, on va faire en sorte de moins prélever dans le milieu. Donc, on va protéger le milieu. Et donc, quelque part, ça va permettre de moins prélever dans la nappe. C'est ce qu'il faut comprendre. Pardon de cette question idiote, mais des fois les questions idiotes donnent des réponses intéressantes et intelligentes. L'eau, il y a une fuite dans le tuyau sous terre. L'eau, elle va dans le sol. Est-ce que c'est pas une bonne chose finalement pour le sol? C'est un argument qui a été beaucoup utilisé, du fait de dire oui, mais de toute façon, s'il y a des fuites partout, c'est pas grave. Déjà, savoir une chose, si le prix de l'eau a augmenté, c'est parce que le prix de l'énergie a augmenté. Parce que pour prélever de l'eau, il faut à un moment donné un système énergétique qui permette de prélever cette eau. Si vous prélevez cette eau pour rien et 80% c'est quand même déjà un peu dommage. Mais pour les écosystèmes. Et donc, deuxièmement, elle ne va pas redescendre dans le même encaissant, puisque le milieu géologique change en fonction des zones.
Parfois, ça va être bénéfique à nouveau par la nappe, parfois pas du tout. Et donc, en réalité, le mieux, c'est quand même de préserver les systèmes, les milieux, de prélever le minimum, ce dont on a besoin. Et peut-être, je voudrais juste revenir sur une chose, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait, en France, ne pas avoir de l'eau potable dans son robinet, c'est vraiment un scénario de science-fiction. C'était inimaginable, mais impensable. On a plus de 1300 communes qui ont été en rupture d'alimentation en eau potable l'année dernière. C'est-à-dire que ça nous oblige à repenser toute notre journée, à ce qu'on est, à nos fonctionnements. Et donc c'est là où on comprend qu'en réalité, toute cette richesse, tout ce qui se crée, ne se crée qu'à partir de l'eau. Et donc il va falloir maintenant commencer un processus pour la réparer, pour la restaurer. Ça passe par le fait de transformer nos villes, de transformer nos champs. Et on ne peut plus continuer avec ce système qui met des œillères et qui continue à avancer et nous projeter dans un mur. Une deuxième question. Je ne sais pas, peut-être monsieur. Moi, je veux pas interagir, avoir l'air de choisir mes chouchous. Je ne sais pas. Je ne vous connais pas, monsieur. J'ai une question assez courte. Vous avez parlé du plan d'eau et qu'il y avait des mesures qui n'étaient pas inintéressantes. Et parmi celles-ci, il y a l'éducation de nos enfants. Et je pense que c'est un vrai levier de changement qui est malheureusement peut-être assez long, mais qui doit arriver et qu'on souhaite. On a vécu une expérience au mois de mai, on était dans un gîte à 30 personnes, l'eau s'est arrêtée un soir, sans crier gare, on ne sait pas pourquoi. Elle est revenue que le lendemain matin. Et ceux qui étaient les plus dépourvus, c'était les enfants. Ils ne savaient pas comment faire en fait. Aller aux toilettes, se laver les dents, des choses comme ça. Et je me demandais, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'on ne devrait pas créer dans les collèges et des lycées des exercices il n'y a plus d'eau partout en France? Alors, vous allez mettre une ambiance dans les écoles françaises, monsieur, bravo. Déjà, vous dire que je vous rejoins complètement. Moi, quand j'étais jeune docteur, je venais de finir mon doctorat, j'avais rien en poche. Je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose de différent. D'abord, essayer d'accompagner les territoires dans leur adaptation climatique. Moi, j'ai fait ça il y a 12 ans. C'est l'entreprise Mayan dont on parlait, la société Mayan dont on parlait. Qui est un centre de recherche appliquée. Vous avez créé donc il y a 12 ans, et dont en on ne parlait pas encore d'adaptation. Ouais, et donc surtout, du coup, il fallait accompagner les populations pour les aider à derrière comprendre ce qu'il fallait faire, comment les protéger et tout. Mais en parallèle de ça, j'ai créé une association qui forme les enfants dans les écoles, qui a formé près de 100 000 enfants aux économies d'eau. Et je peux vous assurer qu'il y a 7 ans, quand vous alliez dans une école parler des économies d'eau, on ne voyait pas du tout l'intérêt. Finalement, à quoi ça sert? Donc on a créé des maquettes, on leur a montré comment l'eau elle est prélevée, dans quelles ressources, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me semble essentiel et qu'on devrait faire partout. Déjà, comprendre pourquoi elle est précieuse, cette eau. Et qu'elle n'est pas infinie. Parce qu'on entend encore tout et n'importe quoi, et ouais, il a plu, on raconte n'importe quoi, regardez, ne vous inquiétez pas, finalement, il n'y a pas de problème. Il y a une vraie ressource, il y a un vrai enjeu, et donc ces enfants-là, moi je les voyais tous sortir, ils avaient tous envie d'être hydrologues, ils n'avaient pas envie de partir en récré, c'était absolument dingue. Et voilà, moi j'ai fait ça comme ça, maintenant ça continue tout seul, mais je crois qu'on peut créer toutes ces initiatives partout, et on en a besoin. Pour rebondir sur ce que dit le monsieur, ce que je sais parce qu'on en a parlé, vous dites qu'en fait un enfant prévenu du danger, je suppose que c'est pareil pour un adulte, mais un enfant prévenu du danger, c'est un enfant qui justement ne paniquera pas, ne sera pas... Enfin, c'est le fait d'être prévenu du danger n'empêche pas le danger, ça se saurait, mais prévient des réactions complètement irrationnelles en quelque sorte. Ça c'est plus pour le risque d'inondation. On l'a vu parce qu'on avait mis en place des programmes, des gestes qui sauvent dans les vallées inondables. Et en fait, Montpellier a été inondée en 2014 et une des écoles dans lesquelles on était intervenu s'est retrouvée avec les enfants bloqués toute la nuit à dormir dans leur classe. Donc on a fait une étude psychosociale derrière pour essayer de comprendre et on s'est rendu compte que quand les enfants sont formés avant, on jouait le jeu de rôle pour imaginer, ça pourrait être le cas pour une rupture d'alimentation en eau potable. Et donc, ils sont là en train derrière de décider d'aménager leur territoire et finalement de dire j'évacue mon école ou non, eux je les laisse confiner parce que c'est plus dangereux sur la route et comprendre ça c'est déjà essentiel. Et tous les enfants qui avaient été formés n'avaient pas de signes post-traumatiques. Alors que tous ceux qui ne comprenaient pas, quand vous arrivez dans un environnement et que vous ne savez pas ce qui se passe, c'est là que le traumatisme s'ancre. Alors que si on sait quelque part, on a préparé son logiciel interne, on est beaucoup plus résilient et on se dit ok, on va manquer d'eau, dans 2 semaines on va manquer d'eau. Et donc c'est quelque chose qui est important. Peut-être une anecdote, l'année dernière, j'ai discuté avec des gens qui appelaient pour prévenir que dans 2 jours il n'y aura plus d'eau dans les robinets en France
l'été dernier. Et on s'est rendu compte que dans toutes les zones où on prévenait les gens, eh bien, les gens surconsommaient l'eau pendant 2 jours, donc vidaient 2 fois plus vite la nappe. Donc, ce qui est aussi intéressant de voir à quel point on n'a pas encore compris à quel point finalement c'est quelque chose à préserver. Merci. Allez, peut-être dans ce territoire là-bas, excentré, éloigné, pour être un peu équitable géographiquement. Moi, je me demandais, est-ce qu'on a des moyens au niveau potentiellement individuel ou du quartier ou du village de faire des choses pour se prémunir de ce risque du manque d'eau, des choses qui ne soient pas de l'ordre du régional ou du national, quoi. Oui. Pour moi, le meilleur moyen d'utiliser intelligemment le cycle de l'eau et de le respecter, c'est d'utiliser l'eau de pluie. Parce que quand l'eau de pluie tombe, le 2/3 repart tout de suite dans l'atmosphère, 26% ruisselle, et dans le meilleur des cas, 9% pénètre dans la nappe. Donc ça veut dire que si vous voulez optimiser la quantité d'eau que vous allez garder sur votre territoire, que vous pourrez restituer au fil du temps, dans un potager ou derrière autour de votre maison, quand il y a des rétractations derrière des bâtiments, qui sont aussi de vrais problèmes parce que les gens ne sont plus assurés, eh bien, vous pouvez récupérer cette eau de pluie. Pour moi, il n'y a pas assez encore de solutions assez pertinentes parce qu'on a des récupérateurs d'eau de pluie dans les rigoles qui sont des gros cubis en plastique, et face à des 45 degrés, ça va être compliqué. Il faudra créer d'autres choses. Avant, dans les anciennes maisons en France, vous aviez en fait des cuves situées sous terre qui permettaient à cette eau de pluie d'être récupérée. Donc elle n'est pas potable en France, elle n'est pas directement potable. Il faudra sans doute créer des systèmes qui la potabiliseront. En attendant, elle sert au jardin, elle sert à recréer en fait un écosystème. Et si on fait ça à l'échelle de tout un territoire, eh bien on rejoue intelligemment avec le cycle de l'eau. Et donc j'ai un jour un maire qui m'a regardé et qui m'a dit mais vous vous rendez pas compte, il y a des gens qui ont mis des récupérateurs d'eau et du coup cette eau ils ne la payent pas. Donc je crois qu'il y a encore un énorme travail pour expliquer que c'est pas grave si on paye pas de l'eau de pluie. En fait, c'est pas grave s'il y a des choses qui sont gratuites encore dans ce monde. Voilà. Merci. Vous êtes là-bas, je ne sais pas. Oui. C'est comment le nom de l'association qui parle de l'économie d'eau pour les enfants? Ça s'appelait Mayan Éducation. Mais il y a de plus en plus de choses qui sont faites, même ici, dans ce lieu. Pour les Parisiens, le pavillon de l'eau, il y a quand même beaucoup de choses qui sont initiées. Et voilà, moi je l'ai créé à mon échelle, mais je me dis, finalement, ça ne m'a pas coûté grand-chose, à part le fait d'initier quelque chose, et qu'aujourd'hui, ça tourne tout seul. Je pense qu'on peut le faire partout. Enfin, voilà. C'est super, bravo. Merci. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir de vous entendre parler de votre expérience en Colombie. Ah oui. Parce que je n'ai pas entendu jusqu'à présent. Je crois savoir qu'il y a un livre qui se prépare pendant pas très longtemps. Enfin, pas tout de suite, mais dans pas très longtemps. Mais on réinvitera Emma Aziza à ce moment-là. Exactement, de parler des peuples traditionnels et des peuples autochtones, parce que je pense, quand les jeunes demandent qu'est-ce qu'on peut faire, je pense que c'est un enjeu politique crucial, qu'on parle de la protection aux peuples autochtones et traditionnels et indigènes qui protègent 85% des zones préservées de la planète. Alors là, maintenant au Brésil, on vient de passer cette semaine des lois incroyables, que ça a été un coup horrible sur l'environnement à cause de la démarcation des terres indigènes. Alors c'est super de voir les scientifiques, ça a pris du temps quand même, hein, mais c'est bien de savoir qu'il y a cet intérêt, mais je pense qu'il faut dans notre discours le dire et le redire tout le temps, parce que c'est crucial, parce qu'on a un génocide en cours, Oui. et ils ont des réponses. En fait, je crois qu'il reste encore sur Terre quelques-uns qui sont totalement connectés à la Terre. Nous, certains d'entre nous sont plus sensibles que d'autres, et donc on a quand même des gens chez nous qui peuvent l'être, mais là, on a des choses d'une pureté qui sont absolument incroyables. C'est des gens qui, les chamans de leur peuple, depuis 3500 ans, eh bien, lorsqu'ils décident qu'un tel sera chaman, eh bien, il vit dans une grotte pendant 18 ans pour chercher l'infini dans l'intériorité. Et ce qui est incroyable, c'est de les voir lire le territoire et voir des choses que les scientifiques sont capables aujourd'hui d'interpréter,
mais avec en réalité, pour eux c'est logique. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Je vous conseille, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un livre qui vient de sortir chez Actes Sud qui s'appelle Kogi, le chemin des pierres qui parlent. Et donc il a été écrit par Éric Julien, c'est cet homme qui a été sauvé lorsqu'il est monté dans la Sierra Nevada d'une embolie pulmonaire et qui a décidé de dédier sa vie et qui a une association qui s'appelle Chendukwa, que vous pouvez tous soutenir d'une manière ou d'une autre, qui fait un travail absolument incroyable. Moi j'ai vu des terres restaurées et je me dis mais en fait quand elles sont restaurées là-bas, c'est notre cycle de l'eau chez nous qui est restauré. Et comprendre ça, eh bien c'est comprendre qu'à un moment donné on est tous reliés. C'est un peu comme dans le rapport Brundtland, on dit la terre est une et le monde ne l'est pas. Et je crois qu'il va falloir qu'on comprenne en fait qu'on est un et qu'on crée ce dialogue et qu'on arrête en fait cette rupture entre d'un côté le monde scientifique qui est omnibulé par des publications scientifiques et derrière le fait qu'il y a des savoirs et qu'il faut maintenant les mêler et réfléchir ensemble. Voilà, et cet homme-là est absolument incroyable. Moi j'ai vu un héros des temps modernes, je lui ai dit, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se targuent d'être plein de choses. Il y a des gens qui ne parlent pas et qui dans l'ombre agissent. Et juste pour vous donner une anecdote qui est rigolote, c'est qu'en fait, comme c'est le seul à avoir créé ce lien avec ce peuple depuis 30 ans, eh bien, ils sont quasiment persuadés que tous les étrangers sont français. Ah, c'est super. C'est ça. D'ailleurs, et qui sont tous héroïques en plus, ils sont tous sympas donc, comme lui. Ils ont appris des termes, et donc il y a le vieux chaman qui arrive et qui le regarde et il fait « Hey, comment ça va ma biche ?» Donc voilà, c'est assez incroyable. Et alors, il y a juste Thomas Pesquet qui est venu dans Rendez-vous en terre inconnue, et je crois qu'il y avait eu un Ushuaïa sur ce peuple-là. Donc en fait, les seuls Français qu'ils ont accepté, alors ces 2 émissions, ça leur permettait aussi de racheter des terres, là c'était vraiment différent. Ils nous ont accueillis pour nous transmettre leur savoir, pour être dans l'échange. Mais malgré tout, voilà, c'était fou de se dire qu'il y a un peuple qui est là-bas, qui est absolument extraordinaire, où les locaux, en fait, derrière, pensent qu'ils sont morts. Ils utilisent leur culture pour les noms des restaurants. À un moment donné, on va faire des courses et il y avait 2 Kogi avec nous pour aller manger, pour partir dans la montagne dans cette communauté. Et il y a une famille de Colombiens qui s'arrête et qui vient avec les enfants pour prendre en photo et qui vient comme ça et il fait « Ouais, on va prendre en photo, etc. » Et le premier Kogi le regarde, il lui dit mais je ne suis pas un animal. Et il le regarde comme ça. Et le deuxième Kogi le regarde et lui dit mais je ne suis pas une fleur. Et donc en fait, ce qui était incroyable, c'est à quel point ils sont utilisés pour leur image, alors qu'en réalité, ils sont là, ils prient tous les jours en créant des équilibres sur Terre, ils restaurent des zones entières. Et je crois que voilà, on doit se mettre à respecter ces peuples-là et surtout à créer ce lien, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, beaucoup plus que la science à leur apprendre d'ailleurs. Merci Emma Aziza, merci beaucoup. On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais Emma Aziza est toujours là. Si vous arrivez à l'attraper dans les couloirs, elle continuera de parler. Et on va créer le hashtag Je suis Kogi, je crois que ce serait pas mal. Exactement, merci, c'est bien pour vous. Je vais laisser la place à Timothée Paric et à mon collègue Rémi Noyon, que je n'aperçois pas mais qui ne doit pas être très loin. Ça commence vers dans une petite dizaine de minutes. Voilà, merci à vous.